Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. Je voudrais remercier, puisqu'on commence, mes co-organisateurs, organisatrices, Sylvia Sebastiani et Stéphane Vandamme, à qui je vais passer la parole dans un instant, puisque nous faisons cette introduction à trois voix. Je remercie aussi Maxime Gutin, qui est ici, au deuxième rang, que nous allons d'ailleurs écouter dans un instant aussi, et dont l'aide a été infiniment précieuse pour l'organisation de ce colloque. Merci aussi à Jean-Louis Fassi, à toutes les équipes du collège, ainsi qu'à la Fondation Hugo et à la Fondation du Collège de France, et aussi CIFAR pour leur soutien, ainsi, bien sûr, et même, je devrais dire en fait avant tout, et j'aurais dû commencer par là, merci à tous les collègues qui nous font l'amitié et l'honneur de répondre à notre invitation pour participer à ce colloque. Je suis très heureux d'accueillir ici pour ces 2 jours de discussion, et merci évidemment à vous toutes et tous d'être présents. On vient de me poser la question à l'instant, donc ce n'est pas un colloque réservé aux universitaires du tout. Voilà, comme d'habitude, comme toujours ici au collège, la science appartient à tout le monde, et donc voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus et heureux de participer à ces débats. Alors justement, à qui appartient la science des Lumières ? Le titre de ce colloque peut s'entendre de plusieurs façons. Il évoque d'abord une interrogation contemporaine qui n'a peut-être jamais été aussi vive, aussi contestée et, pour tout dire, aussi politique. À qui appartient la science ? La science est un bien public, un ensemble de connaissances qui vise à l'universalité, qui ne saurait donc être la propriété exclusive de tel ou tel. Comme l'a montré Samantha Besson dans le cours qu'elle a donné ici même il y a 2 ans, il existe en droit international ce que les juristes appellent un droit de l'homme à la science, qui protège le droit de chaque personne à bénéficier des bienfaits de la science, à accéder à ses résultats, mais aussi à contribuer au progrès de la connaissance, un droit qui est garanti par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains de 1948, et qui a été réaffirmé depuis par plusieurs pactes internationaux et par la jurisprudence, même si, il faut le reconnaître, sa mise en œuvre est souvent trop timide. À bien des égards, ce droit à la science correspond à la fameuse définition que le sociologue états-unien Robert Merton a donnée en 1942 de ce qu'il appelait la structure normative de la science, dans laquelle il mettait en avant, outre le désintéressement et le scepticisme organisé, 2 critères que sont l'universalisme et le communisme. C'est-à-dire, d'une part, le fait que chacun peut contribuer au progrès de la connaissance, dont les résultats sont indépendants de la position et de la personne, surtout du chercheur, et d'autre part, l'affirmation que la science est un bien commun qui appartient à tous, qui ne saurait être privatisé par une caste ou une élite. Et pourtant, l'appropriation de la science par des intérêts privés ou par des États est une réalité dont témoignent aussi bien les débats sur la propriété scientifique et industrielle, les brevets sur le vivant, la concentration de l'édition scientifique par quelques éditeurs privés, ou encore les inégalités flagrantes à l'échelle globale comme nationale dans l'accès au savoir scientifique. Si bien que la conception publique et commune de la science n'est pas tant un constat qu'un idéal et un combat, et un sujet, donc je le disais à l'instant, hautement politique. Et Simon Schaffer, que je suis très heureux de saluer et qu'on écoutera ce soir, me faisait remarquer en arrivant qu'il y avait ce matin dans Le Monde un article sur la place de la science dans les politiques publiques, donc que je n'ai pas encore lu, mais qui témoigne de l'actualité de ce colloque. Alors toutefois, le titre de ce colloque n'est pas « À qui appartient la science ?», mais « À qui appartient la science des Lumières ?» Et il s'agit bien d'un colloque d'histoire des sciences et d'histoire culturelle, centré sur le XVIIIe siècle. Il réunit donc des historiennes et des historiens et vise à proposer un état des lieux historiographique, à cartographier des déplacements, à réfléchir collectivement sur de nouveaux chantiers.
Il reste que la science des Lumières désigne davantage, je crois, que la science au XVIIIe siècle. C'est dire un peu plus, dire la science des Lumières. Pourquoi ? Eh bien parce que les Lumières désignent précisément ce moment de la modernité où l'idée de publicité de la science s'est émancipée et s'est affirmée sans détour. Et je dirais même volontiers que c'est au fond la définition des Lumières, la promesse d'une diffusion la plus large possible du savoir et de la connaissance, la propagation des Lumières, selon la formule de Condorcet. Les Lumières, avec un L majuscule, reposent sur la conviction que ce partage du savoir rendra les individus plus autonomes et plus heureux, et les sociétés plus justes et plus prospères. La science n'est plus considérée comme une activité réservée à une élite de savants, de philosophes, de professeurs d'université ou de membres de la République des lettres, mais comme un ensemble de connaissances précieuses qui appartiennent à tous et qui ont donc vocation à être rendues publiques. Alors personne peut-être ne l'a mieux exprimé que Voltaire lui-même, qui, vous le savez, n'était pas un savant au sens moderne du terme, c'est-à-dire un scientifique, mais qui incarne la figure du philosophe passionné par les avancées scientifiques de son temps et qui cherche à les rendre disponibles au plus grand nombre. Et c'est dans cette perspective qu'il écrit, qu'il publie en 1738 ces éléments de la philosophie naturelle de Newton. Et dans l'introduction de la deuxième partie, il écrit ceci. Alors, pour ceux qui font l'amitié de suivre le cours que je donne ici, je l'avais commenté l'an dernier, mais j'y reviens un instant. On tâchera de mettre ces éléments, donc les éléments de la philosophie de Newton, on tâchera de mettre ces éléments à la portée de ceux qui ne connaissent de Newton et de la philosophie que le nom seul. La science de la nature est un bien qui appartient à tous les hommes. Tous voudraient avoir connaissance de leur bien. Peu ont le temps ou la patience de calculer. Newton a compté pour eux. L'universalité de la science est double. D'une part, avec Newton, la philosophie de la nature prétend édicter des règles universelles, immuables, dont la régularité ne souffre aucune exception. D'autre part, la connaissance de ces lois, fondées sur le calcul, appartient à tous les hommes. En principe, dit Voltaire, chacun serait capable de comprendre tous les mécanismes de la nature puisqu'ils reposent sur le calcul. Ils ne sont donc pas le fruit d'une inspiration divine ou d'un savoir ésotérique, ils sont accessibles à tous par l'exercice de la raison. Toutefois, le temps et le talent nécessaires au travail scientifique entraînent nécessairement une spécialisation. Newton a compté pour eux, écrit Voltaire avec l'efficacité laconique qui lui est coutumière. Pour autant, et ça c'est le point très important, les savants ne sont pas propriétaires de la science. Bien au contraire, ils sont délégués par les propriétaires légitimes, c'est-à-dire tous les êtres humains, pour calculer à leur place, pour compter pour eux, mais à condition que ce savoir, au final, leur soit rendu, leur soit restitué. Et c'est là que les amateurs, comme Voltaire lui-même ou Émilie du Châtelet, entrent en scène pour mettre le savoir à la portée de tous. Le monde des sciences n'est pas réduit aux savants, il est infiniment plus peuplé, bien davantage même que ce que suggère ici Voltaire, et nous allons le voir au cours de ces 2 journées. Il reste que ceci est une version idéale, une promesse de démocratisation et d'universalisation du savoir, peut-être une utopie plus politique que scientifique. La réalité, et Voltaire le savait parfaitement, c'est que cet effort de publicité de la science se heurte nécessairement aux conditions sociales et à l'organisation de l'espace public, qu'il s'agisse du degré d'éducation de la population, de l'accès des femmes au savoir, de l'autonomie accordée aux institutions scientifiques, de l'état de la censure, mais aussi de la concurrence exercée par les demi-savants, les charlatans et autres imposteurs. Ces derniers, les charlatans, les imposteurs, revêtent les habits de la science, s'arrogent sa légitimité pour mieux séduire et tromper le public en lui vendant de faux remèdes et de fausses croyances. L'appel à la raison critique se vide de sens et se retourne contre la raison elle-même. Ce n'est pas la science qui est privatisée alors, c'est son simulacre.
Enfin, une autre menace peut-être se dessine. Il se peut que les savants finissent par se sentir propriétaires de cette science qu'ils produisent, qu'ils en défendent les abords avec trop de fermeté, traçant de nouvelles frontières, restaurant une verticalité indue, renvoyant les profanes à leur ignorance, dénonçant leur crédulité. Alors, malgré leur génie et peut-être leur utilité, ne trahiraient-ils pas la promesse des Lumières et leur propre vocation, celle d'être non les gardiens d'une nouvelle foi, mais les dépositaires d'une fonction d'intérêt public? Merci. Merci Antoine. Alors pourquoi ce colloque du point de vue de l'histoire des sciences ? À travers ce thème, nous espérons rendre compte et discuter d'une partie des renouvellements de la recherche en train de se faire, donc fidèle au motto du Collège de France. Alors rapidement, quels sont ces changements ? Longtemps, centré sur les grands savants, Antoine l'a rappelé, Newton, Lavoisier, Linné, et le récit du progrès rationnel, l'histoire des sciences des Lumières s'intéresse désormais aux pratiques, aux lieux, aux circulations, aux acteurs ordinaires qui participent à la fabrication des savoirs. En 1999, un livre collectif dirigé par William Clark, Jan Golensky, Simon Scheffer dressait déjà le portrait d'une histoire renouvelée, attentive au tournant culturel comme à la dimension européenne. Les sciences y apparaissaient moins comme un système d'idées unifiées que comme un ensemble de pratiques sociales, matérielles et politiques. Ce déplacement du regard conduisait également à interroger les formes d'appartenance que produisent les savoirs. Appartenir à une académie, à un réseau de correspondance ou à une communauté savante signifie revendiquer une autorité particulière sur la connaissance. Les controverses sur la priorité des découvertes, la paternité des classifications ou la circulation des savoirs montrent ainsi que les Lumières sont aussi un moment où se définissent les frontières de la propriété intellectuelle, avant l'heure, à travers les héritages matériels ou la revendication d'un bien commun. En plaçant les sciences et les techniques au cœur des sociétés modernes, les Lumières ont valorisé une définition publique, émancipatrice et utile des sciences au service de l'humanité. À travers ce type de formule, on reconnaît aussi bien Condorcet que le projet baconien. Et ce projet est bien reflété dans la technophilie, aussi bien que dans l'optimisme rationaliste des encyclopédistes et dans une certaine philosophie de l'éducation. Mais si cette République des sciences se veut ouverte et transnationale, elle demeure traversée par des hiérarchies de genre, de classes, de langues et d'empires. L'autre leçon de ces dernières décennies a ainsi été de complexifier ces lignes de clivage. Loin d'être des destinataires passifs des innovations, les publics apparaissent désormais comme des acteurs à part entière de la production des savoirs. Lecteurs, auditeurs, spectateurs, amateurs ou connaisseurs, on retrouvera ces différentes figures tout au long du colloque, participent à la circulation, à la transformation et parfois même à la validation des savoirs. Cette relecture brouille l'économie morale traditionnelle des sciences en remettant en cause les frontières longtemps établies entre savants et profanes, entre science et les autres formes de rationalité. Elle donne aussi une vision active des lecteurs, que l'on songe par exemple à la figure du patient, qui en histoire de la médecine est devenue très importante durant la dernière décennie, y compris aussi dans une vision consumériste. On verra que l'espace public aussi s'y rattache. Mais il faut se garder de réifier ces publics construits par les discours des savants eux-mêmes. Les modalités d'appropriation des sciences sont multiples. Elles vont de l'usage ordinaire des techniques de mesure ou de calcul jusqu'aux revendications de priorité, d'autorité savante et de possession des sciences. Les savoirs deviennent ainsi non seulement des instruments d'action, mais aussi des ressources d'appartenance et des objets de concurrence entre les États. Songeons par exemple à la guerre de 7 ans et à la concurrence entre la Grande-Bretagne et la France. Reconnaître la place des publics vise à comprendre que le projet des Lumières reposait moins sur la séparation des compétences que sur la mise en circulation des connaissances et, pour reprendre la belle expression d'Isabelle Stengers, la réactivation du sens commun. Mais de quelle science parlons-nous lorsqu'on parle des sciences des Lumières ? Le renouvellement historiographique
a également conduit à interroger l'idée même d'une unité des lumières scientifiques. Alors on a gardé le singulier dans le titre, mais on sera évidemment amené à questionner cette science au singulier. On a longtemps supposé que les sciences du XVIIIe siècle tendaient naturellement vers l'unification, notamment à travers la mathématisation de la nature, la classification des êtres vivants ou l'ambition encyclopédique. Aujourd'hui, les recherches montrent plutôt la complexité de cette unité, la coexistence de plusieurs épistémologies régionales et l'importance des tensions entre champs de savoir. Et elles soulignent aussi parfois une forme d'indiscipline par rapport à ces projets de mise en ordre. Les mathématiques n'imposent pas simplement leur ordre au reste du savoir, elles rencontrent, y compris parmi les mathématiciens, des résistances, des adaptations et des limites. Longtemps écrite comme une accumulation de connaissances, l'histoire des sciences du XVIIIe siècle s'intéresse désormais aux formes d'ignorance qui accompagnent la production des savoirs. L'ignorance n'apparaît plus seulement comme un manque appelé à être comblé, elle devient un objet historique à part entière. Les savants des Lumières travaillent constamment avec l'incertitude, les hypothèses fragiles, les observations contradictoires ou les phénomènes récalcitrants. Les recherches sur les savoirs ignorés, oubliés ou marginalisés par les processus de disciplinarisation des sciences, renouvellent la réflexion de jadis sur les exclusions et les hiérarchies, même les savoirs populaires. Plus généralement, les recherches ont permis à la fois d'élargir le spectre des champs de savoir, de décentrer la perspective traditionnelle issue de la révolution scientifique et de mieux articuler savoirs artisanaux et sciences. L'histoire naturelle, la chimie, la médecine, dont l'apport fut longtemps minoré, sont aujourd'hui considérés comme les centres de gravité des sciences modernes au XVIIIe siècle. Les sciences de l'homme naissantes, l'économie politique, entretiennent entre elles des rapports complexes, parfois de rivalité, parfois de complémentarité, toujours historiquement situés. Mais notre perception de chaque champ de savoir a permis de sortir des généalogies disciplinaires toutes faites ou d'opposer savoir pratique et savoir abstrait. Parmi toutes les approches qui seront présentées durant ces 2 jours, je prendrai 2 exemples qui se retrouveront dans notre colloque au voisinage de l'histoire des sciences. L'histoire économique d'un côté et l'histoire environnementale de l'autre. L'historiographie a longtemps valorisé la scientificité des sciences économiques à partir de leur degré de mathématisation, en lisant l'économie politique à travers son devenir de discipline économique autonome au XIXe siècle, sans toujours prendre en compte la pluralité des récits possibles. En s'éloignant d'une conception d'économie comme simple physique sociale, plusieurs historiens, en Europe et aux États-Unis et en Angleterre, ont cherché à remettre en lumière le programme d'histoire naturelle à l'œuvre dans la formation de la pensée économique moderne. À l'opposé d'une histoire concrète de l'abstraction, cette approche replace au cœur des origines de l'économie moderne l'importance de l'économie rurale, des rapports au vivant et des conceptions organiques de la richesse, dimension que les modernes, comme Adam Smith en particulier, tiendront ensuite à disqualifier comme archaïque ou dépassée. Dans le même ordre d'idées, la convergence entre histoire des sciences et histoire environnementale, qui était quelque chose à laquelle on tenait pour ce colloque, a également contribué à déplacer le regard des idées vers les assemblages socio-matériels au sein desquels se fabriquent simultanément savoir et environnement. Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'étudier les représentations savantes de la nature, mais les réseaux d'acteurs, de techniques, d'instruments, de substances et d'organismes qui rendent possible la compréhension des environnements. La chimie des Lumières, les savoirs agronomiques ou l'histoire naturelle apparaissent ainsi comme des pratiques de médiation et de transformation du vivant, autant que comme des entreprises de description du monde. L'environnement, les choses environnantes, cessent alors d'être un simple objet de science, un pur décor, pour devenir l'un des éléments constitutifs de leur fabrication même. Cette dynamique, en partie inclusive, ne doit pas, enfin, occulter le fait que la généralisation des pratiques scientifiques soulève au XVIIIe siècle des inquiétudes, comme nous le rappelle Jonathan Swift dans Les Voyages de Gulliver, lorsque ce dernier visite l'Académie de Lagado, une sorte de collège de France au XVIIIe siècle, où l'on a mis au point une machine à produire des livres et où on s'active pour fabriquer des êtres hybrides qui visent à nier la différence entre nature et culture, un mouton sans laine, un marbre mou, etc. Cette académie réunit de manière symptomale toutes les caractéristiques des angoisses et des obsessions liées à la modernité, le danger de l'encyclopédisme, la peur de la babélisation, le pouvoir démiurgique des scientifiques. La dynamique de projets d'expérimentation
qui anime de nombreux acteurs des Lumières est désormais bien documenté par l'historiographie. Reste à savoir comment l'interpréter. Le projet des Lumières résulte-t-il de l'agrégation d'une multitude d'initiatives singulières ou repose-t-il sur une conception commune de l'action, une grammaire intellectuelle et pratique qui conduit les acteurs à penser le changement social sous la forme de projets? Comme l'écrivait Daniel Roche, les sciences européennes interrogent en effet nos capacités transformatrices du monde. Merci. Donc, dernière partie de cette introduction sur la partie plutôt globale et vivante, qui reprendra certains des points avec un autre point de vue que Stéphane vient d'évoquer. Les sciences des Lumières ne peuvent pas, ou ne peuvent plus au moins, être pensées dans le cadre fermé de la seule Europe. Elles sont les produits de circulations multiples. Voyages, expéditions, missions, entreprises commerciales, guerres, mais aussi réseaux de correspondance, traduction, collection. L'Europe savante s'est construite en interaction constante avec des savoirs produits partout dans le monde. Cette dynamique concerne aussi bien les plantes, les animaux et les minéraux que les remèdes, les techniques et les méthodes. Ces savoirs ne circulent pas de manière neutre, ils sont appropriés, transformés, sélectionnés, hiérarchisés, parfois effacés, dans le cadre d'échanges profondément asymétriques. Le monde des Lumières apparaît ainsi comme un monde de circulation inégale, un espace de confrontation où la production des connaissances est indissociable des logiques de domination impériale, coloniale et commerciale. Si l'on sait désormais que le XVIIIe siècle coïncide avec une intensification sans précédent de la traite, les travaux des dernières années montrent combien celle-ci a contribué à façonner les savoirs des Lumières eux-mêmes. En quoi donc l'histoire globale des sciences nous permet-elle aujourd'hui de reposer la question au cœur de notre rencontre, à savoir à qui appartient la science des Lumières? En prenant acte de l'élargissement massif des réseaux de circulation de la science et des savoirs sur le monde, c'est-à-dire non seulement sur la nature, mais aussi sur les différentes manières de l'habiter, voire de l'exploiter, de la connaître et d'en saisir les temporalités, la recherche récente a opéré plusieurs déplacements. Les savoirs de la nature débordent désormais les académies qui constituaient le cœur des sociabilités du XVIIIe siècle, en hommage à Mario Biagioli, qui en a montré l'importance dans la fabrique du crédit savant. De nouvelles institutions capables d'enregistrer les gestes de la collecte matérielle, centrales pour l'étude de la nature, prennent les relais. Ici, les jardins botaniques, les zoos, anciennes ménageries, les musées dessinent de nouveaux lieux de savoir qui inscrivent la science dans des espaces publics par-delà les murs des académies, fussent-elles princières. Ces transformations ouvrent la voie à de nouvelles questions. La matérialité de ce qui a été au cœur de cette science-là, des animaux, des plantes, des pierres, mais aussi des semences, des plumes, des choses en tout genre, remettent au centre la question des trajectoires elles-mêmes, dont la portée globale se révèle au fur et à mesure des enquêtes empiriques. Ainsi, les routes maritimes qui amènent des chimpanzés, avec moi ça doit arriver, de l'Afrique à l'Europe, ne sont presque jamais directes. Elles passent par les côtes américaines, selon les routes bien connues du commerce triangulaire. Les acteurs se multiplient, Stéphane l'a dit, ceux qui montrent, creusent, cueillent ou collectent, ceux qui transportent et qui mettent en cage, en boîte ou en bocal, ceux qui conservent ou pas, qui exposent ou étudient. Ce sont des acteurs qui non seulement jalonnent, mais qui tissent aussi les trajectoires. C'est une multitude d'acteurs longtemps restés invisibles, population locale, esclavisée, intermédiaires, interprètes, guides, marins, capitaines, médecins de bord, collecteurs, dessinateurs, jardins, menuisiers, visiteurs de foires ou tenaciers de coffee houses. La liste pourrait continuer, mais je vous la épargne, avec de nombreuses déclinations également au féminin. C'est dans ce sens que Simon Schäfer, qui donnera la keynote cet après-midi, parle de Newton à la plage, pour rappeler que même une figure canonique de la science savante n'est pas isolée dans son cabinet, mais dépend d'un ensemble très large de lieux de pratique d'intermédiaires. Il est inséparable des réseaux matériels, sociaux et commerciaux.
Alors, faire une analyse globale de cette histoire, c'est prendre au sérieux non seulement l'ensemble des individus qui rendent possible de ces circulations, mais aussi chercher à les trouver une place à l'intérieur d'une histoire qui en effaçait le plus grand nombre. Ce qui conduit, ou plutôt contrainte, à prendre en charge la multiplicité des savoirs, savants ou vernaculaires, que la fabrique occidentale de la science a parfois exclus. L'exemple de la fleur de paradis utilisée dans les Caraïbes à des fins abortives montre ainsi comment des savoirs reproductifs maîtrisés par les femmes indigènes et par les femmes esclavisées ont pu être observés sans être intégrés à la science européenne des Lumières. Il s'agit ici de non-transmissions, et Stéphane l'a déjà évoqué, des non-transmissions des savoirs que Londa Schevinger a qualifiées d'agnotologie, c'est-à-dire des productions sociales de l'ignorance. On a de plus en plus cherché à mettre en lumière les mécanismes de coproduction des sciences. Derrière ces termes, coproduction, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la rencontre et l'hybridation des savoirs différentes, c'est aussi un risque d'effacement ou de méconnaissance des savoirs autochtones, disqualifiés ou rendus invisibles. On va discuter sur ces questions des savoirs autochtones. Ce n'est que récemment que l'historiographie a commencé à les reconnaître comme relevant d'épistémologie propre, plutôt que comme des simples réservoirs d'informations au service d'une science européenne. En d'autres termes, alors que la science européenne et de la nature contribuait à produire et à naturaliser les frontières entre disciplines, elle expulsait de sa grammaire officielle des combinaisons différentes des rapports entre plantes et humaines, entre humaines et autres animaux, entre temporalité et espace. Des savoirs perdus dans un système terre habité de manière multiple. Ces savoirs incompris étaient installés de l'autre côté d'une nouvelle frontière de rationalité bâtie par une partie de l'humanité, assurée de sa capacité de domination. À une domination fondée sur des frontières disciplinaires, se sont ajoutées d'autres frontières entre les humains et le reste du monde vivant, mais aussi au sein de l'humanité, frontières nationales, des races, des genres. En insistant en l'insérant dans les grandes entreprises de classification, les historiens et philosophes des Lumières ont détrôné l'homme de sa position privilégiée pour le placer sur les mêmes régimes des savoirs que le reste de la nature, ce qui permet de les décrire comme on fait du cheval ou du chien. Un choc narcissique, comme le révèle le grand naturaliste Buffon de l'ouverture de son Histoire naturelle en 1749. Je cite, « La première vérité qui sort de cet examen sérieux de la nature est une vérité peut-être humiliante pour l'homme. C'est qu'il doit se ranger lui-même dans la classe des animaux, auxquels il rassemble par tout ce qu'il y a de matériel. » Mais pour le même Buffon, l'espèce humaine se distingue des autres, l'espèce humaine se distingue des autres par sa capacité à domestiquer dans le temps la nature. La sienne comme celle de son environnement. L'humanité devient alors un produit de l'histoire. Au milieu du XVIIIe siècle, trois concepts refondent le discours anthropologique en les déplaçant. Civilisation, perfectibilité et reproduction font système, en marquant un rapport au temps et à l'espace qui redéfinit l'anthropologie des Lumières. Ensemble, elles rendent compte d'un double processus par lequel l'humanité est à la fois naturalisée et historicisée. La reproduction, notion centrale dans l'élaboration des techniques d'amélioration et de régulation des populations, répond aux impératifs de l'économie politique. Elle s'applique aussi bien à l'être humain qu'au mouton, ou même aux céréales, et à la croisée des savoir-faire de l'élevage sélectif et de l'agronomie, dont il sera question plus tard. Le gouvernement du vivant s'impose ainsi comme un nouvel horizon de l'action politique et scientifique profondément ambivalent. Il nourrit des promesses d'émancipation et de perfectionnement, tout en préparant des formes d'ingénierie sociale, raciale et impériale. L'histoire globale des sciences remet certes en question le récit d'un progrès spécifiquement européen, mais elle invite surtout à repenser nos régimes de temporalité, élaborés à l'aune anthropocentrée du temps humain. Voici donc quelques-unes des questions qu'avec Antoine et Stéphane, nous mettons sur la table et qui, nous l'espérons, nous aideront à mieux comprendre l'ambition universaliste des sciences des Lumières et ses limites. Des Lumières multiples, pour reprendre un titre d'un précédent colloque organisé par Antoine il y a quelques années,
non figées, traversées des tensions dont certaines restent profondément actuelles.